Et donc, il y a eu énormément de stress la première année. On est arrivé en même temps que plein de familles d'expatriés qui avaient justement les écoles payées, le logement payé, la voiture. Donc, eux, c'était San Diego, c'est magnifique, c'est génial, j'adore cette ville. Nous, ça a été extrêmement dur la première année. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne-Fleur, la créatrice du podcast et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui je vous amène du côté de San Diego à la rencontre de Julie. Julie a toujours adoré parler anglais. Et pour preuve, en grandissant, elle a eu pas moins de 4 pen pals. Vous savez, ces correspondants aux 4 coins du monde avec lesquels on échange des lettres, dont une en Irlande qui est encore aujourd'hui une de ses meilleures amies. Julie a grandi dans les années 90, comme moi, et comme moi également, elle s'est imaginée les États-Unis dans sa petite télé en regardant Beverly Hills ou encore 21 Jump Street, souvenez-vous. Puis, il y a 10 ans, tout rond, Julie rencontre l'amour de sa vie, le sosie, dit-elle, de Scott Bakula dans Code Quantum, pour ceux qui connaissent, lors d'une soirée à Toulon. Puis, il y a 10 ans, à nouveau tout rond, une opportunité et hop, les voilà partis à Austin, au Texas. Alors, après quelques nez à nez avec scorpions et serpents, et surtout une première expatriation riche sur tous les fronts, celle-ci se termine un petit peu précipitamment, et la voilà de retour dans son sud adoré 18 mois plus tard. Un retour un peu compliqué, dont elle va vous parler, mais Julie finalement se plaît dans sa vie d'avant. Mais ça c'est jusqu'à ce que son mari rentre un soir avec une nouvelle proposition. Et San Diego, ça te dit ? Nouveau départ, sans parachute cette fois-ci, une nouvelle vie professionnelle aussi. Julie nous raconte sans filtre son burn-out et comment elle est parvenue à se réinventer professionnellement en créant notamment San Diego C'est Beau, dont elle va nous parler dans cet épisode. Un épisode riche en enseignements qui va vous faire voyager toujours au soleil. Alors je vous souhaite une très belle rencontre avec Julie. Bonne écoute. Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast. Bonjour à tous et merci beaucoup Anne-Fleur de me recevoir, c'est gentil. Avec grand plaisir. Alors, d'où est-ce que tu nous parles ce soir ? Alors, ce soir, je vous parle de San Diego, dans le sud de la Californie. Ouais, c'est quand même une destination sympathique. Ouais, sympa, c'est clair, ça fait rêver. Fais-moi un petit peu rêver là. Donc, on enregistre. Il fait pas encore très très beau partout. C'est quoi les températures à San Diego en ce moment ? Je viens de me baigner aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai. Il fait chaud. C'est plutôt tempéré toute l'année, donc ça c'est vraiment agréable. On n'a pas de moustiques. Je viens du sud de la France, on a quand même une invasion de moustiques tigrés et c'est insupportable quand j'essaie de rentrer l'été voir la famille. Donc vraiment c'est le climat Parfait, vraiment quoi. parfait. Ouais. C'est pour ça que c'est Wow. d'ailleurs la finest city pour les Américains. Ouais. Parce que contrairement à la Floride où il y a les hurricanes, enfin les tempêtes, l'humidité, nous vraiment c'est un climat mais absolument formidable. Enfin c'est la Californie, hein, oui. Génial. Bon, écoute, on va revenir un peu en détail sur tout ça. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais donc te présenter ? Est-ce que tu pourrais me dire quel âge tu as ? Avec qui est-ce que tu t'es expatrié ? D'où est-ce que tu viens en France ? Donc tu nous as dit un petit peu du sud de la France. Peut-être que tu peux donner plus de détails et ce que tu fais dans la vie. D'accord, bon alors très bien. Donc je m'appelle Julie, Audrey Cynthia. Je me les utilise jamais, donc autant les donner. C'est parti. Je viens du sud de la France, donc de Sanary-sur-Mer, qui est une toute petite ville de 15 000 habitants environ, entre Marseille et Toulon. Je ne sais pas si tu connais. J'ai une de mes meilleures amies qui habite à Saint-Cyr, pas très loin. Ah bah oui. Voilà, donc c'est vraiment très très joli, le petit port, il y a des petits pointus avec des jeux de joutes, il y a des rues piétonnes, des plages absolument sublimes avec de l'eau bleu ciel. On a vu de la ville sur les îles des Ambiers, les îles de Paul Ricard. Donc c'est vraiment une ville très très sympathique. Sympa. Ouais. Donc je suis née là-bas, enfin j'ai passé mon enfance, après je suis partie faire mes études collège-lycée dans un lycée privé dans une ville à côté. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs mes meilleures amies, les marraines de mes enfants. Et puis après, je suis partie faire mes études en Bretagne. Donc j'étais bonne j'ai passé le bac S spécialité mathématiques à l'époque. Donc
C'était le tout début et je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et donc, étant bonne en maths, je suis partie dans l'informatique. Mais où ça, en Bretagne? Alors, j'ai fait une partie de mes études à Rennes. C'est Son-Sévigné, exactement. D'accord. Ok. Ouais, à l'école supérieure d'application des transmissions. Et puis après, j'ai fait du boulot sur Toulon, donc développeuse d'applications. Donc, je programmais des logiciels de ressources humaines. Donc, c'était vraiment chouette. Et puis là, 20 janvier 2000, 29 janvier 2000, pardon, j'ai rencontré mon mari, enfin celui qui allait devenir mon mari. Ouais, coup de foudre, vraiment love at first sight, hein, comme on dit. Comment vous êtes rencontrés? Donc c'était une soirée bleu marine. C'est une soirée des officiers de marine. Et donc j'étais invitée, j'avais une belle robe noire. Et lui, il faisait son service militaire. Donc il vendait des tickets de tombola. Donc l'histoire dit que c'est lui, a priori, il m'aurait vu avant. Et bon, moi je l'avais pas vu. Son copain François donc m'a offert justement m'a proposé des tickets de tombola. Donc j'ai acheté, voilà, j'en ai acheté. Alors je suis absolument pas jeu d'argent, moi pas du tout. Et puis la soirée aidante, voilà, c'était sympathique, ma table, voilà. Et puis tout d'un coup, on se met à danser. Donc c'était plutôt bande de jeunes avec majorité de garçons quand même. Et là, François se pousse et c'est vraiment très drôle parce qu'effectivement, je devais être sous substance d'alcool ce soir-là, mais François se pousse et là, ça fait comme un aura et je vois mon mari, enfin Jean-François, voilà. Et je le vois et là, je me dis, avec lui, ce sera différent. Donc tu te le penses direct, quoi. Tu le sais. Je me suis pas dit, il est trop beau ou waouh, quel mec canon ou j'en sais rien. Je l'ai regardé, je me suis dit, avec lui, ce sera différent. Putain, c'est dingue. Ouais, et donc par contre, je lui envoyais plein de signaux comme quoi je l'aimais bien et lui, il voyait rien du tout. Et ce soir-là, à chaque fois, je rigole, je me dis, ce 29 janvier 2000, j'ai gagné un homme et aussi un service à whisky en cristal. J'ai gagné aussi un jeu à la tombola. Ah, donc le ticket gagnant. Le ticket gagnant et la soirée se terminait. Et donc il y avait plein de garçons potentiellement qui me draguaient et tout. Et moi, je n'avais Dieu que pour Jean-François et puis, il se passait rien. Et donc, on finit au vestiaire, on récupère nos manteaux. Et là, heureusement, il dit, vous avez qu'à venir chez moi, on continue la fête. Parce qu'en France, voilà, on peut faire la fête plus longtemps, n'est-ce pas, qu'aux US? Et là, on est vers les 4-5 heures du matin. Et on est allé chez lui. Et là, ses copains ont fini par se rendre compte que je n'avais Dieu que pour Jean-François. Et quand on s'est quittés, on a fait un petit bisou chaste. Et c'était très mignon. Et il me dit, ah oui, ça, je m'en souviendrai toujours. Il me dit, bon, on se voit le lendemain, donc le dimanche. Et je lui dis oui, mais pas trop tôt. Donc il me sort 2 heures de l'après-midi, je crois. Je lui dis non, mais là, on était 6-7 heures du matin, je pense. Hein. Ah, je lui dis non, c'est pas possible. Ah ouais. Alors, moi, je lui dis 4 heures. Bon, on finit d'accord sur 15 heures. Et donc voilà, bon, je suppose, je me couche et je me réveille le matin. Et là, j'appelle ma sœur, mes amis, j'appelle tout le monde. Je dis, vous savez jamais avec qui je suis sortie, avec le sosie de Scott Bakula dans Code Quantum. Mais oui, il lui ressemblait vachement. Et donc j'étais comme une dingue et tout. Et ce jour-là, je me dis, je me dis, il faut absolument pas que j'arrive pile à 15 heures. J'ai tendance à être à l'heure quand même. Je suis quelqu'un de ponctuel. Et là, je me dis, non, il faut absolument que j'arrive en retard. Il faut que je fasse patienter. Donc j'arrive, je tourne, et je finis par me garer quand même, genre vers 5 ou 10. Et là, pas de Jean-François. Ah, je me dis non, c'est pas possible. Et là, je l'attends. Et là, je me suis dit non, mais le rêve bleu, c'est merveilleux, mais merde. C'était une erreur, c'est pas possible. Et en fait, il arrive dans sa petite voiture là, et il avait cherché désespérément un fleuriste pour m'offrir une rose, mais c'était dimanche. Et dimanche dans les années 2000, en France. Ouais, en France, voilà. Donc ça avait pas marché. Il avait fini avec une rose du jardin. Trop mignon. Ouais, non, c'était vraiment le conte de fées. Enfin, vraiment, voilà. J'ai vraiment de la chance. J'ai eu une belle rencontre, on va dire. D'accord, donc c'est donc avec lui que tu t'expatries. Pour finir juste ta présentation, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de toute ton expatriation, est-ce que tu peux juste me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel âge t'as, mais si t'as pas envie de me dire l'âge. Ah bah si. Donc je viens de fêter mes 40 ans en août dernier. Génial, félicitations. Ouais, merci. Donc on a fait une super fête, c'était génial. On était tous déguisés, je leur avais dit à mes copains, soyez la star. Donc tout le monde était déguisé en star de cinéma, c'était vraiment, enfin en star de cinéma, il y avait de tout, hein. Il y avait, je sais pas, il y avait Thelma et Louise, il y avait, moi j'étais en Flashdance. J'aime beaucoup danser et tout ce qui arrive. Génial.
ça. Donc, on était tous en série de télé. C'était vraiment sympa. Donc voilà, 40 ans. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc, je vais essayer de te raconter un petit peu tout ça pendant l'interview. Mais en gros, à ce jour-là, j'ai une entreprise. Enfin, j'espère justement que ça va continuer. J'ai une entreprise que j'ai créée en février 2019 qui s'appelle San Diego C'est Beau. Donc, donc tu es dans le tourisme, c'est ça? donc tourisme et aide à la relocation. Ah, génial. Ok, Voilà. bah ouais, on va en parler. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que toi, tu as toujours eu envie de t'expatrier? Est-ce que tu as beaucoup voyagé, je sais pas, dans ton enfance, dans ton adolescence, en tant qu'étudiante? Est-ce que ça a été toujours un désir ou est-ce que ça s'est un peu présenté comme ça? J'ai toujours aimé la langue anglaise. C'est assez drôle, maintenant que tu me poses la question. Donc, à l'adolescence, je cherchais des correspondantes. Du coup, j'en avais pris 4 via un organisme. Donc, une japonaise, une américaine, une irlandaise et une anglaise. La japonaise et l'anglaise ne m'ont jamais répondu. Et l'américaine et l'irlandaise m'ont répondu. Donc, j'avais 15 ans à l'époque. Et donc, l'américaine était mormon de Salt Lake City. Enfin, quand je dis mormon, parce qu'elle était très mignonne, mais à 15 ans, moi, j'écoutais Nirvana, Guns N' Roses, et elle m'envoyait des cassettes. On avait les fameuses cassettes à l'époque. Elle m'envoyait des chants religieux et tout. Donc, c'était un petit peu difficile de créer une relation parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes goûts. Par contre, mon amie Lucinda, qui est de Clonmel dans le Tipperary, ça fait 25 ans qu'on est amis. Donc, l'Irlande est un pays où j'aurais vraiment aimé vivre. J'y suis allée 5 fois. Donc, d'accord. J'ai bien aimé l'interview de ta sœur notamment, parce que Dublin, je connais énormément bien. Voilà. Ah, excellent. Mais les États-Unis, j'aimais bien via la culture américaine. Hein. Donc moi, ma génération, c'est années 90, donc c'est 21 Jump Street, c'est Beverly Hills avec Luke Perry, enfin voilà, avec un petit peu la Californie vue dans les quartiers favorisés. Mais non, ça m'avait jamais attiré plus que ça. Après, ce qui est rigolo... Tu t'es jamais dit, j'irai faire ma vie à Beverly Hills, quoi. Non, mais par contre, je suis partie à 16 ans en voyage scolaire, c'était au mois d'août. Et j'ai été dans une famille d'accueil à Oceanside, qui est à 30 minutes au nord de San Diego. Donc c'est rigolo, la vie t'emmène parfois. Ouais, c'est marrant. Hein. Mais c'était pas... J'aimais bien les États-Unis. Mais si on m'avait demandé, tu peux vivre où tu veux, où irais-tu? Moi, j'aurais dit l'Irlande. J'adore le Connemara. Ah ouais. Enfin, j'adore. Et puis niveau climat, c'est quand même pas pareil que là où t'es, quoi. Non, alors mon mari m'a toujours dit, ma chérie, entre ce que tu aimes et où tu pourrais vivre, parce que justement, enfin, si je te parle un petit peu après de notre expatriation, tout ça, il y a même un moment où j'envisageais le Canada et il m'a dit, mais tu tiendrais jamais, c'est pas possible, t'es du sud de la France, il te faut le soleil. Je me suis dit, non, c'est vrai. Ou comme pareil, même Boston, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais j'adore Boston. J'y avais été en 99 et New York aussi, je connais, mais New York, je verrais pas m'y vivre, alors que Boston, je me dis, c'est à côté de l'Europe, c'est une ville que je trouve vraiment super sympa pour y vivre. Mais toujours pareil, le climat, mon mari me dit, non mais laisse tomber le climat l'hiver. Bon, d'accord. Et alors donc du coup, qu'est-ce que tu fais donc de ta vie? À quoi ressemble ton quotidien au moment où vous êtes expatrié? Et voilà, dans quel cadre est-ce que tu t'es expatrié? Tu peux nous rembobiner un petit peu puisqu'on parle de cassettes? Alors voilà, donc on venait de se rencontrer. Bon, après on a fini par se marier. Alors moi, j'ai toujours aimé l'immobilier. Je serais pas agent immobilier. Je pense que j'aimerais pas du tout. D'ailleurs, tous les mots techniques américains relatifs aux maisons ou aux constructions. Mais néanmoins, j'ai toujours aimé faire fructifier l'argent via le patrimoine immobilier. Donc on a acheté, donc on n'était pas mariés avec mon mari et je lui ai dit mais c'est dommage tous ces sous qu'on passe dans le locatif. Je lui ai dit écoute on fait un contrat de mariage parce qu'on sait pas si pas un contrat de mariage pardon, un contrat pour acheter un bien immobilier et si on est amené à se séparer ou quoi que ce soit, chacun récupère ses billes et voilà. Mais au moins l'argent qu'on met tous les mois, ça part pas dans une location comme argent perdu. Au moins on achète quelque chose. Donc on a acheté un appartement qu'on a revendu très très bien. Ça nous a permis d'acheter un terrain et de faire construire une maison. Et donc moi je pensais naïvement, comme mes parents, que je ferais construire une maison et que je vivrais toute ma vie dans la même maison. Et là mon mari me dit ma chérie, j'ai possibilité d'aller vivre aux États-Unis. Oh, là je me dis génial. Je pense Boston, San Francisco, Los Angeles. Et là, il me sort Austin au Texas. Donc, heureusement, il y avait Internet. Qu'est-ce qui te faisait peur sur Austin, sur le Texas? Alors, je pense que c'était la méconnaissance d'abord, parce que vraiment, les États-Unis, voilà, on pense Hollywood, la Californie, on pense New York, enfin, les grandes villes, mais pas du tout le Texas, parce qu'il y a un petit peu ce cliché du cow-boy texan, Dallas, les présidents texans précédents, enfin, voilà. Voilà, donc sur Internet, je regarde un petit peu, je me dis, tiens, effectivement, Austin a l'air sympathique. Et à cette époque-là, en tout cas, on a eu une semaine de relocation, justement.
on a pu venir pendant une semaine, voir si ça nous plaisait, si on voulait venir avant de faire le choix de partir en expatriation. Ah, c'est super ça quand tu as l'occasion de le faire. Très D'accord. agréable. On l'a pas eu la deuxième fois, mais on l'a eu en tout cas pour Austin. Donc on avait laissé les enfants, donc j'ai 2 garçons, voilà, on les avait laissés à ma maman ou à mes beaux-parents. Et puis je m'en souviendrai toujours, on arrive à Austin, je dis à mon mari, il est hors de question que je conduise, il me dit mais oui, t'inquiète pas ma chérie, tu conduiras pas. Et là il me dit j'ai pas mon permis. Ah, juste pour expliquer un petit peu le stress de l'expatriation, que c'est pas un voyage, c'est on se dit waouh, on va changer de ville, hein. Donc le détail du permis, voilà, mon mari en plus je lui avais dit je ne conduirai pas, je sais pas pourquoi, j'aime bien conduire, et là je lui avais dit je veux pas conduire, et là il me fait le coup, il a pas son permis. Et on arrive à l'aéroport à Austin, donc c'est le soir très tard, on récupère une voiture, il nous donne un GPS, le monsieur, je revois sa tête, un petit blond, et il nous montre comment aller à notre hôtel. Donc on va imaginer, on a une carte, il y a l'aéroport, on trace une ligne. Bah, lui, il me fait faire tout un détour. Donc moi, je me dis, non mais trop nul le gars, moi je vais passer tout droit. Ah non, mais c'est les quartiers, moi je connais pas. C'est les quartiers. Ah non, mais là on était dans les quartiers en fait avec les gangs et tout. Ah non, mais n'importe quoi. Ah ouais. Mais oui, mais c'est juste au milieu de la nuit en au plus. milieu de la nuit, et puis on nous regarde genre qu'est-ce qu'on fait là, on n'a rien à faire ici. Oh là là, non mais vraiment, je me dis c'est pas possible. Bon, on arrive, après on a fait une super semaine, et puis à l'issue de la semaine, on s'est dit c'est bon, on part. On est en quelle année là? Donc là, on est en 2010. Je me suis dit super, mes enfants avaient 5 et 3 ans, je vais en profiter pour faire congé parental, enfin je verrai ce que je peux faire là-bas, sachant que vous partez sous un visa L, donc du coup, je pouvais potentiellement travailler et demander mon permis de travail, voilà. Mais honnêtement, je me suis dit non, c'est le moment de faire une pause. En plus, j'ai toujours mon deuxième, le pauvre qui est allergique au lait, à la caséine exactement. Donc on a mis du temps à le déceler, et c'est pas du tout grave, mais c'est vrai que c'était assez compliqué en tant que jeune parent, parce que du coup il pleurait énormément, il avait des maux de ventre, donc je me suis dit c'est le bon moment de faire une pause au niveau du professionnel. J'ai été élue aussi dans le petit village où on habitait, donc j'étais représentante, et du coup j'étais contente de faire une pause, vraiment, de me dire je vais profiter des États-Unis et de mes enfants, et on va en profiter 5 ans. D'accord. J'ai trouvé une locataire pendant 5 ans. Donc ça, c'est super. Je me dis top, au lieu de faire un bail de 3 ans, je lui fais un bail de 5 ans. Donc on revient. Je pensais naïvement qu'une expatriation, on partait, et quand on revenait, la vie reprenait son cours, et on n'avait pas changé. Naïvement, hein, mais mon mari, pareil. Je pense que on n'a pas conscience à quel point vivre à l'étranger nous change finalement. Puis donc on part à Austin, donc là super vie. À Austin, on était à Circle C, qui est un quartier dans le sud d'Austin. Et par contre, mon grand, qui aurait dû être en grande section, devait redoubler puisqu'il il est né en octobre, et la deadline de l'âge était au 1er septembre. Donc je me suis dit on va pas redoubler la maternelle, on est d'accord, c'est n'importe quoi. Donc je l'ai mis dans le privé. Voilà. D'accord. Dans le privé, tu peux du coup négocier plus la date de vraiment plus début. souple. Tout à fait. Je leur ai expliqué qu'en fait en France, quand les tuitions sont assez élevées finalement dans le privé, tout est négociable. Donc effectivement, j'ai dit non. En France, c'est l'année administrative qui compte. Serait-il possible, mon fils est d'octobre, je vais pas lui faire redoubler le Kinder. Enfin, est-il possible qu'il rentre en Kinder comme il devrait en France? Et ils m'ont dit oui, il y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'était chouette. On était super. dans la vraie vie américaine. Je voulais absolument qu'ils apprennent l'anglais, qu'ils soient bilingues, voulais qu'on revienne des 5 ans parfaitement bilingues. L'école française était au nord, le travail de mon mari au sud. À l'époque, alors je sais pas si ça a changé, il y avait Loop One, donc une seule autoroute qui coupait la ville et qui était vraiment pleine de bouchons. Donc c'était vraiment pas faisable. J'en avais pour plus d'1 heure pour aller à l'école française. Donc je me suis pas posé la question. Enfin, il y avait le côté géographique, mais il y avait aussi le côté je voulais vraiment qu'ils soient bilingues. Par contre, je souhaitais, et puis ils étaient tout petits aussi. Donc j'ai souhaité, après justement avec des copines, on a souhaité créer justement un petit peu l'équivalent de quelque chose comme Flamme, tu sais, des cours de français après l'école. Et on s'était lancé là-dedans jusqu'à ce que, à peine on soit arrivé à Austin, en gros, le chef de mon mari s'en va, toute la hiérarchie s'en va, et là on se dit ça sent pas bon. Donc on a tenu, on a tenu 1 an et demi, histoire de finir l'année scolaire, et là, retour en France. Ah merde, donc retour en France précipité. Vous vous y plaisiez, les enfants aussi, c'était bien adapté? Honnêtement, retour en France, je me suis dit fini les lunchbox. Alors les lunchbox, pour ceux qui ne connaissent pas,
Il n'y a pas de cantine aux États-Unis, donc il faut faire à manger aux enfants tous les midis. Donc au départ, moi je me souviens que j'avais imprimé, ils avaient une super cantine avec des petits aliments bio le midi, donc je m'étais imprimé les menus en pensant que j'allais faire moi aussi les carottes râpées au départ, la petite salade, les protéines, le petit yaourt. Ils n'ont que 10 minutes pour manger. Ils n'ont pas une demi-heure et 2 heures de récré. Et oui. Ah non, mais c'est parce qu'ils préfèrent jouer après. Mes fils m'ont toujours dit, maman, on préfère jouer. Donc comme ils ont que 30 minutes de pause, à la fin, il faut manger des choses assez faciles à manger, assez rapides pour pouvoir jouer. Donc c'est un rythme différent de la France. Donc ça, je m'en souviendrai toujours quand il m'a dit qu'on rentrait, je me suis dit yes, plus de lunchbox, c'est un détail. Et puis c'était un petit peu le Far West aussi, le Texas, il y a quand même des scorpions, on avait des serpents. Enfin, c'est une vie différente de la France où on n'a pas ce genre d'animal dans nos jardins, par exemple, ou très rarement, ou les gens de la campagne. Ouais, justement, d'ailleurs, c'est un truc que tu nous disais en préparant cet épisode, on ne sort jamais pieds nus au Texas. Tu peux me raconter cette anecdote? Oui, c'est vrai. Ah non, mais alors là, c'était Welcome in Texas. Non, alors on a été relogés en appartement. D'ailleurs, la première chose que je me suis achetée, je me suis dit, je suis aux États-Unis, je m'achète un KitchenAid. Je mets tous mes sous de côté, donc je l'ai toujours, il fonctionne très très bien. Je suis ravie de mon KitchenAid. Et donc voilà, donc on choisit une maison et je me souviens que donc au bout de quelques mois, les gens avec qui qu'on fréquentait, puis notamment la communauté française, qui aide énormément pour s'implanter quelque part quand même. Faut avouer que c'est quand même pas mal de retrouver des gens de sa culture. Nous disaient les belts. Alors les belts, c'est ceux qu'on a vus sur la campagne finalement, parce qu'Austin est quand même assez rural. Même si le centre-ville est dynamique, après on est vite fait avec des lots, des ranchs assez phénoménales. Donc, mais les belts, tu veux dire que c'est quoi? Ça veut dire que c'est des quartiers, c'est des maisons, ça veut dire quoi? En fait, c'est ceux qu'on vu sur la campagne, qui n'ont pas de vis-à-vis. Mais le problème des belts, ça veut dire qu'il y a la vie sauvage aussi. Et donc tous ceux qui avaient des belts avaient notamment des scorpions dans leur maison. Donc moi je me suis dit, il en est hors de question. Moi j'habite en zone urbaine, je veux des voisins autour, je m'en fiche, je préfère voir la maison du voisin, je veux un backyard fermé, je veux pas d'animaux sauvages chez moi. Donc on habitait dans un quartier sympa. Et le premier jour on déménage et on avait une maison à étage. Et donc je mets un petit dessin animé pour que les enfants regardent et que je puisse être tranquille, et parce que la réalité c'est que mon mari était tout de suite au boulot, donc voilà, donc j'étais toute seule, donc les enfants je les mets devant un petit dessin animé, moi je suis à l'étage en train de déballer mes cartons, et tout d'un coup je sens le cramer. Mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc je descends en urgence en bas, et là je vois je vois de la fumée dans la cuisine, c'est les cuisines américaines ouvertes. Vite je cours et je vois des flammes dans le grille-pain qu'on venait d'acheter. Costco qui était blanc, je m'en souviens. Donc j'ai le réflexe, je prends les cartons de pizza du midi qui étaient dans le grille-pain et je les mets tout de suite sur l'eau pour arrêter l'accident. Et là il y a mon fils tout mignon qui arrive à côté qui me dit barbecue maman, barbecue. Parce qu'effectivement au Texas on fait beaucoup de barbecue. Oh là là, non mais j'ai donc évité la catastrophe, tout va bien. Et je sors pieds nus parce que donc il y a de la moquette de partout. Donc moi j'étais dans la chambre en train de déballer mes cartons. Donc je sors pieds nus, enlever ces cartons qui étaient mouillés donc et qui sentaient la fumée. Et je les mets dans la poubelle. Et là au niveau de mon pied, mais vraiment à genre 20 centimètres, un serpent énorme. Il faisait genre 1,50 m tout fin, vert. Non mais je pousse un hurlement. Il a eu aussi peur que moi en fait. Il est parti. Et là, je crois que j'ai plus eu peur finalement du serpent de cette histoire que du carton dans le grille-pain. Oui, je comprends. Et donc pendant 1 an et demi, à chaque fois, j'ouvrais la moustiquaire et je tapais des pieds avant qu'on aille dans le jardin pour faire résonner, parce qu'a priori, les serpents n'aiment pas quand ça résonne, ils partent parce ils attaqueraient pas. Mais oh là là, non mais voilà. Donc c'est la wildlife. Ah, l'horreur. Oui, donc j'étais la pro des serpents après. Alors il y a le Black and Yellow qui le fait l'eau, donc ceux-là super dangereux. Et puis les autres c'est Black and White, Red and Black, it's my friend Jack. Ah ouais, d'accord, il y a des moyens techniques pour savoir lesquels sont sympas. Oui, t'as pas le temps de regarder le serpent. Le serpent il vient, tu t'en fiches, t'as pas le temps de te dire attends, le rouge il est à côté du jaune, ou est-ce que c'est le noir à côté du jaune, il est gentil ou pas gentil celui-là? Ah non. Mais les gens étaient très gentils là-bas, vraiment. À Austin, nos voisins, on est toujours en contact, une famille vraiment vraiment adorable. Quelque chose qui m'a marqué aussi, c'était assez rigolo. Au Texas, que ce soit en France ou en Californie, on va dire salut, comment ça va, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie.
au Texas, enfin à Austin en tout cas, et pourtant j'étais dans un milieu varié. On était peu de Français, hein, pour le coup. Je connaissais 5 familles françaises seulement, et on était plutôt en milieu américain. Mais à chaque fois que je rencontrais des nouvelles personnes, donc plutôt américains, la première question c'était salut, tu vas dans quelle église? Il y avait vraiment ce sens communautaire religieux en fait, à quelle église tu appartiens. Voilà, ça m'a marqué. Du fait, on appelle ça la Bible Belt, hein, c'est ça, dans le sud des États-Unis, qui est quand même très très religieuse, très croyante. Il me semblait qu'à l'époque, c'était genre C'est quelque chose qu'on... 93% des gens vont à l'église, mais effectivement, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Enfin, dès qu'on rencontre quelqu'un, vraiment dans les premières minutes, ça finit au fait à quelle église t'appartiens, où est-ce que tu vas, etc. Et c'est vrai que en tant que Français, c'est pas des choses auxquelles on parle pas de ces choses-là. Non, ou pas au début. Enfin voilà. Bon, intéressant, super. Donc alors du coup, le retour en France, raconte-moi un petit peu comment ça se passe. Comment tu fais du coup, puisque ta locataire, elle est censée être chez toi pour ça. Ah oui, donc je la préviens dès que je peux. Je lui dis coucou, au fait, on revient. Est-ce que je peux récupérer ma maison? Et là, elle me dit coucou, j'ai un bail, donc il en est hors de question. Ah là, je fais non, c'est pas vrai. Et donc on revient, on est. Elle a raison en même temps. Oui, elle a raison, tout à fait. On est logé dans un Pierre et Vacances. Donc là, c'était un petit peu dur quand même, parce que alors je veux bien Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur, donc on était à Mandelieu, mais en gros c'était 10 mètres carrés. On ouvrait la porte, on était direct dans la cuisine sur les valises et il y avait les lits superposés des enfants. Donc là, on se dit ouais, un logement sympa de vacances, mais pas pour ouais, on est resté 2 ou 3 mois là-dedans. Hein. On se dit ok, on est ravis qu'on soit rentré. Mon mari récupérait son travail puisqu'il était expatrié, donc tout va bien. Moi, je suis fonctionnaire. Donc pareil, j'ai dit coucou, je reviens. Est-ce que donc légalement, il faut qu'il me propose. Il y a une disponibilité pour suivre le conjoint. Donc en fait, il me proposait. Mon poste était pourvu, donc j'étais responsable d'un système d'information géographique. Ils avaient embauché quelqu'un d'autre à la place, mais en tout cas, ils étaient censés me donner le même salaire et avec des postes équivalents. Donc on revenait quand même assez correctement. Enfin, je veux dire, mais c'est clair. Je me suis posé la question, je me suis dit, on serait entrepreneur, on aurait perdu chacun notre emploi, on revient, on peut même pas récupérer notre maison. Donc du coup, on payait des impôts parce que c'était considéré aux yeux de l'État comme une résidence secondaire. Et oui. Ah ouais, c'est dur. Et puis pareil, nous, on avait nos jobs, donc on a pu financièrement se payer un logement, donc louer une maison qui était bien en deçà de notre maison qu'on avait fait construire. Hein. On avait fait plein de choses nous-mêmes. Mais si on était dans le cadre où parce que j'ai même vu, donc j'ai des amis avocats et j'en ai un, lui qui est plutôt dans le droit privé, mais qui m'a mis en contact avec un ami à l'immobilier, dans l'immobilier. Je me souviens l'avoir appelé ce monsieur-là en lui disant la même chose, en lui disant, imaginez, mon mari n'a plus d'emploi, je n'en ai plus non plus, et on paye des impôts pour une résidence secondaire qu'on ne peut pas avoir. Il y a quand même un dysfonctionnement dans la loi. Nous, c'est pas notre cas puisqu'on travaille. Donc, on va pouvoir se reloger. Mais comment pour ces personnes-là? Et il m'a dit, mais finissent dans des mobil-homes. Et là, je trouve que pour le coup, la loi. C'est vachement triste. Ouais, non, là, pour le coup, je me dis, c'est bien de protéger les locataires, c'est évident, mais dans le cadre de perte d'emploi, un peu hard que les gens doivent payer une résidence, des impôts sur une résidence secondaire qu'ils ne peuvent pas habiter, quoi, voilà. Donc, bref, on a loué une maison et en fait, il y a eu des tempêtes. Elle était à côté d'une rivière. Et mon fils, mon deuxième, donc Thomas, je l'appelle le mentaliste, il pleure dans la nuit, chose qui ne lui arrive jamais. Donc là, maintenant, on est en 2011. Il avait 4 ans et il pleuvait énormément. Et on a l'habitude dans le sud de la France de tempêtes. Et là, j'ouvre la fenêtre et il y avait de l'eau. Donc la maison était surélevée, mais on avait de l'eau jusqu'au palier. Donc là, on imagine ce qu'on voit à la télé où ils disent montez sur le toit. Mais du coup, je réveille mon mari. Enfin, quand je réalise tout ça, l'ampleur, je réveille mon mari et je me dis mais comment monte sur le toit, quoi? J'ai pas une échelle non plus dans la maison et dehors, c'est tout simplement. Donc il y avait de l'eau, les voitures étaient recouvertes d'eau. C'était apocalyptique. Là, on se dit on réveille les enfants, qu'est-ce qu'on fait tout ça? Et donc heureusement, ça s'est arrêté au niveau. Donc on a eu de l'eau juste au niveau, des pieds. Donc c'est sûr que ça abîme certaines choses, mais c'est ok. Par contre, on avait un garage qui était à hauteur du sol, justement, et comme il y a eu de l'eau jusqu'à 1 mètre, 1,20 m, enfin vraiment les voitures étaient recouvertes. Hein. Et puis c'est pas de l'eau propre, parce que c'est une rivière, donc les voitures, par exemple, à nettoyer, mais c'était de la boue, il y avait des bêtes dedans, c'était ignoble. Et là, mon mari m'a dit, ouais, c'est fini, moi la France, il y en a marre, je m'en vais. Alors que moi, j'avais repris ma vie au boulot, finalement. Je m'étais laissé 1 mois tranquille, histoire de remettre les enfants à l'école et tout, pour que tout se passe bien pour eux. J'ai toujours fait en fonction pour qu'ils évitent d'avoir du stress, parce que nous, on en avait déjà, et je me disais, c'est pas la peine de leur transmettre. Mais donc, j'avais repris le boulot. Moi, j'étais contente, finalement, de retrouver ma vie professionnelle, des collègues. Mais pour mon mari, c'était pas possible. Et c'est vrai que nos ressources humaines, avant de partir, en tout cas son RH,
avait appliqué pour un visa H. Alors, pour les gens qui sont pas très familiers avec les visas, donc le L, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, me permettait de travailler. Par contre, le L est attaché à l'entreprise. Donc, quand l'entreprise ferme, ce qui était notre cas à Austin, on devait rentrer. Par contre, le H permet de changer d'entreprise. Le visa est toujours valable, mais on n'est pas attaché à l'employeur. Et donc, avant de partir, c'est vrai que le RH à mon mari lui avait dit, est-ce que tu veux, j'ai appliqué pour les visas H, ok, la boîte ferme, mais est-ce que ça t'intéresse? Et à l'époque, il n'y avait pas de loterie. Et mon mari m'a dit, j'ai eu 2 secondes d'hésitation en me disant, bah non, c'est pas la peine, on rentre en France, on repartira plus jamais. Et il a dit oui. Et ça, vraiment, si les gens pouvaient se souvenir, toujours prendre, on sait jamais, même une formation, un certificat, si on se dit, ça me servira pas, bah peut-être ça servira plus tard. Toujours prendre, toujours réfléchir et prendre les validations, les certifications si on peut, parce que ça peut servir, on sait jamais. Ok, bon. Et donc, effectivement, de France, en fait, on avait déjà un visa. Ah ouais. Et ça change la donne pour chercher du boulot. Donc, il a cherché du boulot, du coup, directement, quoi. Il a pas cherché une boîte française, il a pas cherché à changer en France pour se faire envoyer à l'étranger. Là, il a cherché, ok, on cherche une région des US qui nous intéresse et puis on essaie d'y aller, quoi. Je pense pas qu'il cherchait par région, je pense qu'il cherchait plus par emploi qui lui plaisait. Vous étiez pas mis d'accord sur un point en particulier? Non, parce que c'est là que je lui ai sorti le Canada, justement. Je lui ai dit, mais même le Canada, si tu veux. Et il m'a dit, mais tu supporteras jamais, ma chérie. Mais je lui ai dit, mais ils sont tellement gentils, les Canadiens. Donc, il protégeait quand même. Et même la Belgique, je pense que, quelque part, j'étais contente d'avoir retrouvé ma vie professionnelle qui me manquait. Mais d'un autre côté, et pourtant j'étais active à Austin, donc j'avais créé aussi un groupe. Alors il y avait l'école pour les enfants là qu'on commençait à mettre en place, puis je suis partie avant que les copines le mettent en place. Mais à l'école, donc mes enfants étaient dans une école privée catholique, j'avais lancé PALS, donc c'était Promoting Active Lifestyle, parce qu'on était dans une école où il y avait énormément de gens avec des problèmes de poids, et du coup on essayait de mettre en place tout ce qui était sport, healthy eating, etc. Et donc je suis jamais restée, j'ai toujours fait du volontariat, je suis jamais restée inactive non plus. Voilà. Donc on en revient, donc mon mari cherche du boulot, ça lui a pris 9 mois les entretiens, comme un accouchement. Ah ouais, quand même. Le temps de faire le tour de tout le monde. Et moi je lui disais, tu vas voir, tu vas aller à San Diego au moins une semaine, le temps qu'il te voit en vrai et tout. Et en fait, il a reçu le contrat par email, ils ne l'ont jamais vu en vrai. Ouais, oh, ça me surprend pas aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est différent. Quand on nous c'était mais hyper, on s'est dit waouh, tu vas sans connaître et tout, et je lui ai dit mais tu vas adorer, c'est super sympa, de mes souvenirs vraiment, c'est une région chouette. Ouais. T'avais quel âge toi quand tu y étais allée avec ton école? J'allais avoir mes 17 ans. Ah ouais, donc ça faisait, d'accord, ok. Ouais, j'étais retournée dans ma famille d'accueil, j'étais retournée les voir 3 ans après. Ah génial. Ouais. Je faisais l'agent immobilier aussi, donc je travaillais. Et je faisais l'agent immobilier pour ma locataire parce que j'essayais quand même désespérément de récupérer ma maison. Et je me disais, je récupère ma maison, mais plus jamais je pars. Parce que je connaissais ce que c'était quand même l'expatriation. C'est quand même une source de stress. Et je me disais, je récupère ma maison, c'est fini, je pars plus, c'est terminé. Et le jour où on a pris notre décision vraiment de se dire, on repart aux US, allez, on retente notre chance. Là, elle m'a dit, alors il y a une maison qui me plaît bien, je veux la visiter, éventuellement je vais partir. Et là, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, mais moi je m'en fous, je me casse. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que pendant 1 an, elle m'a fait tenir, donc du coup, je cherchais des maisons équivalentes, je lui avais dit, je te rémunère le déménagement, je faisais vraiment tout pour récupérer ma maison, mais quand elle a réagi favorablement, c'était trop tard, nous on partait. Tant pis pour elle. Ouais. D'accord. Et donc là, été 2012, direction San Diego, en Californie. Génial. Comment est-ce que vous avez préparé les enfants à ce nouveau déménagement? Eux, ils étaient contents de repartir? Alors moi, c'était la scolarité qui m'inquiétait parce que pour le coup, le petit était encore en maternelle. Donc la maternelle, c'est pas trop gênant. Mais le grand avait fait donc un kinder où on apprend à lire dans le système américain. Ensuite, on arrive en France, les écoles privées étaient trop chères, internationales pour nos sous. On pouvait pas payer. Donc il était en école publique française. J'ai essayé néanmoins le mercredi de payer l'école internationale juste le mercredi pour faire d'équerre, pour pour pas qu'il perde l'anglais. Et on avait essayé de maintenir l'anglais avec une tutrice anglaise, pour le coup, il n'y avait pas d'américaine. Mais elle était très sympa le samedi matin. Comme ça, je me disais, les enfants sont en milieu anglophone, autre nationalité le mercredi, plus le samedi matin, 2 heures avec la tutrice. Mais c'est une grande richesse déjà. Oui. Mais je pouvais pas faire plus. Et là, on retourne à San Diego. Et là, mon mari, je lui dis, non, mais imagine, là, on partait sans filet. Donc si, avec quand même le filet, moi, du coup, j'ai redit à mon administration, coucou, je repars. J'étais super gênée, mais bon, c'est comme ça.
Vous êtes resté combien de temps en France, du coup, là, entre les deux? 9 mois? Ça a été vraiment 9 mois ou un petit peu plus? Eh ben, un petit peu plus parce qu'en fait, on est rentré l'été 2011 et on est reparti juin 2012. Ah ouais, donc c'est quand même vachement On a rapide, hein. juste l'année Vache. scolaire, en fait, on a fini, voilà. Et donc là, avec la famille qui était triste, parce qu'autant la première fois, ils savaient que c'était une expatriation et qu'on reviendrait, autant la deuxième année, moi, je me souviens, ma grande sœur, avec qui je m'entends super bien, était vraiment triste parce que elle s'est dit, c'est fini, ils reviendront plus. Ouais. Néanmoins, nous, on partait donc sans filet, comme je dis, c'est-à-dire, si ça marchait pas, cette aventure-là, mon mari retrouvait pas forcément de job, hein, donc ça fait quand même un petit peu peur. Et donc, il y a eu énormément de stress la première année. On est arrivé en même temps que plein de familles d'expatriés qui avaient justement les écoles payées, le logement payé, la voiture. Donc, eux, c'était San Diego, c'est magnifique, c'est génial, j'adore cette ville. Nous, ça a été extrêmement dur la première année. Parce que je voulais l'école, Ouais, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir, et je voulais absolument payer l'école française. Parce que je m'étais dit, je peux pas jouer avec la scolarité de mon grand. C'est pas possible. J'ai fait le coup tout américain, ensuite tout français, et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'avais dit à mon mari, c'est cher, mais on paye juste la première année. Donc justement, on avait cherché notre logement pour être dans le meilleur school district, la meilleure école publique pour l'après. Mais la première année, j'ai dit, je joue pas avec la scolarité. Ça nous laisse le temps de nous installer, de trouver les options, genre à Alliance française, choses comme ça, mais pas avec la scolarité, voilà, des enfants. Ça, c'était important. On en D'accord. a reparlé tard, et donc l'autre difficulté que je n'avais pas mesurée, c'est mon fameux visa H. Parce que dès le départ, j'ai dit à mon mari, Ah, dès le départ, tu demandes une green card. Comme ça, au bout de 5 ans, donc j'avais déjà mon schéma. Parce que quand on ouais. est parti, la famille manquait quand même. Je suis assez famille, et c'était un petit peu difficile de se dire je vais faire toute ma vie aux États-Unis. Enfin, je comprends que l'emploi et surtout en ingénierie est plus difficile en France par rapport aux États-Unis qui sont hyper dynamiques. Donc c'est beaucoup plus intéressant, mais être loin de la famille, on est quand même on a 9 heures de décalage, c'est quand même pas facile. Ouais, Et là, pour le c'est clair. coup, le visa H, donc effectivement, mon mari, tout de suite, c'était une clause dans le contrat, c'était de sponsoriser pour la green card, mais ça n'a pas forcément fonctionné comme on voulait parce qu'il y a eu des audits. Il y avait beaucoup de fraude à l'époque, donc pas forcément donc pour des grosses compagnies comme celle pour laquelle travaillait mon mari, mais pour des petites compagnies. Et du coup, il y avait des audits, et donc des audits, c'est en fait le gouvernement qui dit je vais vérifier si vous êtes vraiment à ce poste, si c'est pas un emploi fictif. Et en fait, notre dossier a été bloqué pour Ah 2 ouais. ans de plus. Donc entre le temps de déposer les dossiers, etc., au fur et à mesure, je voyais mon permis de travail, parce que voilà, là maintenant les règles ont changé depuis 2015, mais en 2012, il fallait absolument une green card pour que je puisse avoir un contrat de travail. Avec un H4, je ne pouvais pas. Alors D'accord. maintenant, quand la green card est en cours, ils ont changé. Depuis, on peut faire les papiers pour travailler. D'accord. Là pour le coup, c'était dur. Parce que je me suis dit, Desperate Housewives, c'est bon. Tu supportais pas de rester à la maison? Non, ça a été plus. Autant je l'ai pris vraiment favorablement à Austin, parce que c'était une pause. J'avais tout le temps travaillé, tout le temps fait du volontariat, Ouais, j'étais puis engagée tu politiquement, savais qu'il y avait une date de et fin, je hein, aussi. savais qu'il y avait une date de Ouais. fin, donc c'était génial. Autant là en Ouais. France, j'étais contente de repartir, mais quand même contente de pouvoir travailler. Et là, se retrouver aux États-Unis, on en a reparlé plus tard, et mon mari m'a dit, parfois il rentrait en voiture, il attendait dans la voiture, et il me disait, elle va me tomber dessus, quoi, à la fin de la journée, parce que honnêtement, j'avais l'impression de faire le ménage. Enfin voilà, le goûter. Non, c'était difficile. Donc il a fallu se recréer, voilà. Tintin. Tintin. Chapitre 3. Chapitre 3, ouais. Oh là là. Donc je me suis dit, que vais-je faire? Donc effectivement, je faisais du volontariat, donc notamment à l'école des enfants. Et je me suis rendu compte que il pouvait y avoir un métier dans tout ce qui était non-profit, donc équivalent loi 1900 en France. Et donc je suis repartie à UCSD, donc l'université à côté de la maison, en études, Mmh. pour passer un certificate en fundraising and development. Super, donc en levée de fonds, En levée de en fonds. collecte de fonds? Ouais, c'était super. Franchement, je me suis éclatée. J'ai rencontré des super copains. J'étais en milieu complètement américain, et ça me faisait un peu une bouffée, en fait. Tu parlais bien anglais à l'époque? Oui, mon anglais, je remercie mon voyage scolaire à 16-17 ans, là. Ah Parce ouais? que ça m'a vraiment aidé, oui, oui, oui. Et puis, j'avais toujours aimé cette langue-là. C'est pour ça que j'avais voulu des correspondantes. Donc, j'avais, voilà, ma correspondante irlandaise, Lucinda et tout. Donc, non, l'anglais a jamais été une barrière. Super. D'ailleurs, j'ai fini avec 3,97 de GPA. Toute fière. Waouh! Ouais, Bravo! vraiment. Alors tu peux expliquer peut-être qu'est-ce que c'est le GPA et quelle est, l'échelle, Alors, de cette, de moyenne? cette moyenne. Donc en tout cas, les notes sont différentes qu'en France. Même, alors je vais pas parler forcément que mon expérience en tant qu'étudiante, mais par rapport aussi aux enfants.
Donc j'ai l'impression qu'aux États-Unis, on va valider plutôt nos connaissances, plutôt qu'en France, on va chercher l'erreur. Je sais pas si c'est plausible ce que je dis. Ouais, Ouais. ouais, si, ouais, je comprends. Donc du coup, on est censé être noté donc sur 4, et donc pour avoir un 4.0, ça veut dire il faut avoir que des A. Après, ici, il y a énormément de classes qui sont weighted, comme ils disent, ce qui n'était pas mon cas moi par contre, mais pour mon fils aîné qui est au lycée, en tout cas c'est le cas. Enfin, pas non plus en 9e grade, mais il y en aura en 10e. Des weighted classes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une note sur 4, on peut avoir une note sur 5. Donc ce qui fait que maintenant les universités, avoir un 4.0, ça ne suffit pas, parce que tout le monde a au-dessus de 4, ils prennent des classes avancées de collège notamment, enfin d'université. Quand je dis collège, pardon, c'est université aux États-Unis, qui sont notées sur 5. Très bien. Et donc GPA, donc c'est la moyenne générale, c'est Grade Point Average, c'est la moyenne générale donc sur ton semestre pour donc là, sur toutes les matières c'est génial. que j'avais donc eu, 3,97, ça veut dire que j'avais eu un B+ une fois. Donc c'est cool, ouais. C'est génial. Non, ok, super. Donc du coup, tu obtiens ton certificat et qu'est-ce que j'en fais alors, j'ai fait du volontariat, je ne pouvais toujours pas travailler, j'attendais toujours le Saint Graal. Et dès que j'ai eu ma green card, c'est clair que là, j'ai préparé mes papiers, mon employment form pour avoir mon permis de travail. Ah bah non, même pas, non, avec la green card, je l'avais d'office. Mais oui. Donc je pouvais travailler. Et donc j'ai cherché du boulot, et donc notamment dans l'éducation, puisque j'avais fait pas mal de volontariat dans l'éducation et j'ai été embauchée en tant que development associate dans une école, et je faisais de la levée de fonds. C'était vraiment chouette. D'accord, donc c'est tu cherches des donneurs en fait, c'est un truc qui se fait beaucoup pour les écoles. Oui, ça, tu veux alors dire en fait, tout ce qui est école, hôpitaux, c'est contrairement à la France où ils ont des gros budgets de l'État, c'est pas du tout le cas. Et il y a énormément, là par exemple, je travaillais pour une école privée, donc ça marche effectivement avec les tuitions, donc c'est-à-dire les frais d'inscription, qui peuvent paraître élevés effectivement venant de France, mais ça ne suffit pas à faire fonctionner toute l'école. Donc il faut en plus demander de l'argent aux gens qui sont ravis de le faire. Les Américains sont très philanthropes, enfin sont vraiment ravis d'aider en tant que volontariat, mais aussi ravis d'aider en mettant la main à la poche pour apporter un petit peu le plus. On va dire que tout ce qui est tuition, par exemple, pour une école, ça va servir vraiment à payer les salaires, ce qui est quand même la plus grosse charge, à payer aussi les logements, etc., enfin les locaux, etc. Mais si on veut la petite cerise sur le gâteau, par exemple, amener de l'aménagement dans une classe, du matériel, un field trip ou quelque chose, c'est via la gentillesse, enfin la donation des gens, avec certaines familles qui ont plus d'argent, qui peuvent donner plus pour ceux qui ne peuvent justement pas donner. Donc c'est vraiment beau en fait, parce que tout le monde donne, c'est the joy of giving, c'est chacun donne à la hauteur de ce qu'il peut faire. Et si on ne peut pas financièrement... Tu as souvent aussi les anciens élèves, non? Ah oui, tout à fait. En fait, les non-profit en général, c'est à 75%, enfin les pie charts, à 75%, c'est l'individuel. On croit que c'est les corporates, on croit que c'est les fondations qui donnent le plus. Effectivement, ils donnent des gros chèques quand on arrive à les joindre, mais en général, c'est vraiment l'individuel qui donne le plus par rapport à ses revenus, voilà. D'accord. Donc c'est chouette. Super. Ouais, donc j'ai travaillé là-dedans, c'était super. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Premier job aux États-Unis Oui, premier job aux États. Alors j'en ai fait un vite fait, une fondation avant, mais pareil sur l'éducation. Donc c'était amener la technologie dans les écoles publiques. Mais j'étais restée que 3 mois. Et après là, le job de rêve, les horaires de rêve, les vacances de rêve, tout est idyllique. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Pour moi, ça l'était pas. Donc c'était génial sur le papier, mais ça n'accrochait pas chez toi. C'est que j'ai commencé à avoir, j'avais jamais eu ça de ma vie, des crises d'angoisse, d'anxiété. J'en dormais plus la nuit. Ah ouais, non, super bizarre. Et puis du coup, à mon mari, je lui disais, je pense que c'est le... Qu'est-ce qui te rend bien? J'ai mis du temps à le comprendre. Donc à mon mari, je lui dis, je crois qu'il faut que je quitte le job, ça me stresse. Et il me dit, mais c'est pas possible, t'as le job de rêve, machin. Mes boss étaient super contents. Je faisais vraiment j'aidais à lever, enfin des sommes assez faramineuses, non, mais vraiment. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Je peux pas. Enfin à l'époque, j'avais pas la réponse. Et puis j'ai attendu qu'on soit en période creuse. Et là, je vais voir ma boss et en fait, je lui dis, je m'en vais. Alors elle me dit, non, mais quoi, tu veux quoi, une pay raise, enfin une augmentation. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, pars pas. Parce que quasiment du jour au lendemain, elle a pas compris. Je lui ai dit non, mais je m'en vais. Enfin, pas du jour au lendemain. Je voulais absolument que ce soit dans une période où ils avaient le temps de se relever pour trouver quelqu'un. Enfin, mais je pouvais juste pas rester. J'en dormais plus les nuits. J'étais hyper stressée. Et en fait, j'ai fini par réfléchir.
Donc, comme je disais, c'est l'individuel qui donne le plus. Donc moi, j'étais vraiment avec les personnes, justement, à demander si, demander, on va pas, il y a des techniques, hein. J'allais pas en disant coucou, donne-moi tes sous. En fait, je pense avec mon moi-même intérieur, mon subconscient, parce que ça a vraiment commencé la nuit. Je sais qu'en tout cas, mes crises d'anxiété, le jour où j'ai dit je m'en vais, j'ai dormi la nuit. Non, j'ai dormi la nuit, pas la journée. Donc la journée, ça m'arrivait d'en avoir. Mais j'ai dormi la nuit. Et ça, dormir, c'était top parce que je dormais plus depuis 2-3 mois. Et jamais de ma vie, pourtant en informatique, je me souviens avoir eu des projets mais tellement compliqués, des choses qui étaient stressantes, bon, mais j'ai jamais eu de crise d'angoisse, jamais de ma vie. Et puis j'arrivais à les mettre dans une boîte de côté, je m'endormais et je me réveillais le matin, je me disais ah ça y est, j'ai la solution, enfin il y a pas mort d'homme. Et là vraiment. Et comment se manifestaient ces crises d'angoisse? Elles se manifestaient comment? Bah ça faisait comme de la panique en fait. Je commençais à stresser en me disant j'ai oublié un stylo dans le cartable des enfants ou des bêtises. Des futilités, des choses complètement stupides. Non, pas stupides, mais des détails qui te ouais, tout à fait. Et donc voilà, donc quand j'ai dit je m'en vais et tout, donc ça a été une incompréhension pour eux, mais j'ai dormi et ça, dormir, j'ai trouvé ça super déjà. Et j'en avais toujours la journée, je ne comprenais pas. Oh là là. Et donc j'ai contacté un des meilleurs amis de mon mari, ça lui est arrivé. Bon, lui c'était pour une raison différente, c'était lors de son divorce, où il allait en panique parce que j'avais aussi l'impression que ça me prenait dans le cœur. Et mon papa est mort quand j'avais 20 ans d'une crise cardiaque. Je suis née avec un souffle au cœur et donc je pensais moi aussi que j'avais le cœur qui allait lâcher en fait. Ouais. Et du coup je l'ai contacté Igor et puis je lui dis mais Igor parce que 2-3 fois donc lui en phase de divorce il s'était retrouvé aux urgences en France et en fait on lui avait dit mais monsieur tout va bien. Et donc c'est vrai que parce que j'avais un petit peu honte en fait de parler justement de mes crises d'angoisse. Enfin, il y avait aucune raison sur papier que j'ai ça quoi. Je sais pas d'où ça venait. Et puis en discutant, donc il m'expliquait que lui il avait mis du temps à comprendre aussi et que finalement c'était que justement il fallait qu'il se sépare de sa femme en fait. Le jour où il s'est séparé, finalement ça s'est complètement arrêté. Et donc moi je lui ai dit bon bah moi je pense que c'est mon boulot et tout. Et il m'a donné un petit poème qui était vraiment mignon avec des phrases à prendre pour s'aimer en fait soi-même tel qu'on est. Et pas chercher à être quelqu'un d'autre, ou pas chercher à être plus performant, ou pas chercher à... Et faut prendre chaque paragraphe un par un et essayer de méditer un petit peu dessus. Et du coup, ça allait mieux. Donc ça, je le remercie énormément. Et en fait, j'ai compris, moi, ce qui me gênait, du coup, dans ce métier-là, parce que j'ai retenté aussi dans une autre organisation, et j'avais l'impression que je perdais de l'authenticité, en fait, quand je voyais les gens. Parce que je savais derrière, il y avait du profiling, donc je savais derrière qui était la personne, à quel potentiel elle pouvait donner, où elle habitait, qu'est-ce qu'elle faisait. Et du coup, j'avais plus l'impression de parler genuinely, comme on dit, sans arrière-pensée. J'avais l'impression derrière de manipuler en fait les gens. Tu te reconnaissais pas là-dedans, quoi? Non, pas du tout. C'est triste, hein. Parce qu'après, donc du coup, ma boss que j'adorais, hein, j'ai fini par lui dire un peu honteuse, genre 6 mois après, j'ai fini par lui dire, mais tu sais quand je suis partie, parce que elle a vraiment cherché à me garder, ils ont essayé de m'augmenter, enfin vraiment. Et donc je sortais des excuses, comment dire, qui étaient pas crédibles, comment dire, des excuses qui étaient ok sur papier. Non, j'ai envie de changer de voix, mais je sais pas dire, j'ai des crises d'angoisse et je dors plus la nuit, quoi. Parce que il y a un côté psychique, enfin je sais pas, il y a un côté où on se dit les gens vont penser que je suis tarée. Et en fait, je lui ai expliqué après. Et je lui dis mais t'as pas l'impression quand même parfois dans ce qu'on fait qu'il y a une partie manipulation et non, elle est ok, ça l'a jamais gênée. Pour elle c'est pas le cas. Mais en même temps heureusement puisqu'il faut qu'il y ait des gens qui arrivent à le faire donc on n'est pas tous pareils. Oui. Alors du coup comment est-ce que tu arrives à te remettre debout et à te réaccrocher un peu dans le présent et à te retourner vers le futur? Bah donc je me suis dit je vais faire du volontariat du coup et puis comme ça je peux être disponible pour les enfants, aller les chercher etc. et me recentrer un petit peu. Je pense que quand on va pas bien forcément on se recentre peut-être sur la famille aussi. Donc donc du coup et puis sur les amis etc. Et donc voilà j'ai fait du volontariat, j'étais contente et tout et puis pareil je suis retombée dans mais c'est super. Ah mais c'est génial, on t'aime bien, tu sais, on va créer un poste. Et là je me disais non mais j'en veux pas de votre poste. C'est pas tranquille. Alors que tu avais rêvé de ton permis de travail, finalement tu voulais juste pas. Et oui, c'est clair. Non mais c'est marrant hein, la vie. Et puis l'année dernière j'étais vraiment très occupée quand même par ce volontariat, mais parce que je l'avais voulu, j'étais disponible et puis c'est vrai que puis ça me plaisait quand même quelque part. Et là, je me suis dit non, stop, il faut que je fasse quelque chose pour moi et que je me lance et allez go, on y va. Et je me suis lancée. Du coup, je me suis dit tiens, et si je faisais quelque chose pour parce qu'à chaque fois on me demande quand même, j'aime bien aider les gens.
Donc on me demande des conseils, que ce soit sur l'organisation, sur comment gérer son temps, comment j'aime bien les nouvelles familles qui venaient, leur expliquer où aller faire leurs courses, les mettre en relation avec d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose que je fais naturellement. Donc je me suis dit, mais si je créais une entreprise de relocation en fait, et puis avec une petite partie touristique. Parce que j'avais essayé notamment, j'avais une collègue qui quittait son poste à la chambre de commerce en relocation. J'avais une autre amie qui était au board qui m'avait dit, est-ce que tu veux venir travailler pour nous, etc. Et bon, à l'époque, je réfléchissais, mais je m'étais dit pourquoi pas récupérer ce poste-là. Et puis finalement, je me suis dit non, ça a plus de sens si je fais ma boîte à moi et travailler avec mes horaires, ma gestion du temps, ma manière de le voir à moi. C'est ainsi qu'est né San Diego, c'est beau. Génial. Ok, donc redorer un peu le blason de San Diego vis-à-vis des Français qui connaissent pas forcément, enfin les Français en tout cas qui sont restés en France quoi, qui connaissent pas forcément San Diego en Californie. On parle beaucoup de Los Angeles et de San Francisco par exemple, Oui. mais aussi finalement proposer un service auquel tu aurais pu avoir accès quand tu es arrivé à San Diego quoi. Oui, voilà. Parce que j'avais vécu deux relocations, donc une extraordinaire à Austin. Je remercie Jill, vraiment, qui nous avait bien expliqué comment faire nos papiers de Social Security, comment passer notre test de permis de conduire, etc. Et puis, donc, qui était à l'écoute finalement. Et quand je suis arrivée à San Diego, on a eu quelqu'un pour la relocation et c'était une catastrophe absolue. C'est-à-dire qu'elle avait sa vision de quel quartier il fallait qu'on habite, parce que mon mari était ingénieur et que c'est là-bas que tous les ingénieurs sont. Et en fait, je lui disais, mais non. Ah ouais, d'accord, mais sans vraiment écouter ce que vous cherchiez et ce que vous voulez faire. Tes quartiers sont très beaux, mais c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux quelque chose un peu plus roots, avec du caractère, des vieilles maisons typiques, qui fassent peut-être plus peur en termes, c'est pas aseptisé, mais au moins chaque maison est différente. Et autant les maisons qui se ressemblent à Austin, première expatriation, c'était quelque chose vraiment qui me rassurait et j'étais très contente. Autant à San Diego, c'était fini. À San Diego, je voulais quelque chose vraiment qui avait une âme, du caractère, un quartier typique. Et c'est vrai que San Diego est une très jolie ville et très sympa. Chaque quartier a vraiment sa propre entité. Donc c'est vraiment chouette. Il y a le quartier hipster, où il y a des jeunes avec des animaux de compagnie, généralement avec des chiens, plutôt pas d'enfants, donc ça sort bien, c'est sympa. Il y a des quartiers c'est plus âgé, mais du coup ça ressemble plus à l'européenne, très propre. C'est chaque quartier. Il y a le quartier des surfeurs, donc c'est une ambiance complètement différente. C'est vraiment vraiment sympa comme ville à vivre, voilà. Et donc j'avais lancé la partie relocation. Donc relocation, je peux en parler rapidement ou... Vas-y. Ah oui, donc voilà, donc relocation, c'est vraiment aider les gens qui s'expatrient et qui viennent s'installer sur San Diego. Voilà, donc comme je disais, la logistique de départ, tout ce qu'il y a à faire en amont, 2-3 mois avant d'arriver aux États-Unis, principalement là à San Diego, et puis faire ses papiers obligatoires, trouver le logement, les écoles, les assurances, parce que le médical ici coûte très cher. Même vous aussi dans le Massachusetts, hein, donc il y a des choses vraiment différentes entre la France et les États-Unis. Et donc c'est vrai que ma force du coup c'est vraiment rendre l'aventure humaine quelque part. C'est un énorme atout d'arriver quelque part et d'avoir finalement quelqu'un qui t'attend. En fait, d'une certaine manière, si quelqu'un s'est occupé de l'immigration, avoir une bonne relocation, c'est avoir quelqu'un qui est de la ville, qui est là depuis longtemps et qui est un peu ton ami en fait, qui t'attend et qui va te montrer comment ça se passe en fait. Quelles sont les particularités vraiment très propres à cette ville qui vont être relevant pour ta famille en fait, pour ton quotidien et qui va t'aider du coup à prendre les bonnes décisions pour t'installer et que ton installation soit aussi simple que possible. Oui, tout à fait. Là je vois dans les familles qui viennent s'installer, on pourrait dire une famille 2 enfants, c'est toujours la même schématique, mais pas du tout, parce que chaque famille vient avec ses besoins, chaque projet est unique. Est-ce que c'est pour une durée déterminée, indéterminée, qu'est-ce qui est pris en charge par l'entreprise ou pas, qu'est-ce qu'ils aiment faire, est-ce qu'ils sont plus nature ou au contraire ils sont rassurés justement d'être dans des gated communities, donc des quartiers fermés. C'est vraiment, voilà, je pense être à l'écoute. Je me souviens avoir lu quelque part, c'était je crois la Caisse des Français de l'étranger avec Source Expat Communication. Dans 90% des cas, en fait, le conjoint accompagneur est une femme. Donc c'est vrai que dans l'expatriation, l'homme arrive, il a son job et globalement 1 semaine ou 2 après, tout de suite il est au travail. Donc il faut que le conjoint suiveur soit apte à faire toutes les démarches à côté. Donc il y a déjà la problématique de la langue, il y en a certains qui ne parlent pas très bien l'anglais. On trouve énormément d'informations sur Internet, mais ça ne change pas que
d'avoir quelqu'un à ses côtés, c'est un atout vraiment considérable. Même rien que d'avoir confiance en fait en quelqu'un qui va pouvoir te donner des informations fiables, parce que bon, Mmh. ne serait-ce que l'immigration, enfin tout en fait, les règles changent tous les 6 mois, donc Et oui. c'est important d'avoir quelqu'un qui est sur place. Bon, c'est super. Et alors du coup, comment est-ce que ça marche cette nouvelle vie d'entrepreneur? Comment ça se Eh passe? ben, écoute, ça marche bien. Donc, la partie relocation, j'arrivais pas trop à la marketer en me disant mais comment je vais pouvoir vraiment démarcher des clients, etc. Et j'ai rajouté dès le départ ma tagline en fait, c'est San Diego c'est beau, c'est Travel, Relocate or Live in San Diego. Donc, je l'ai en français aussi. Enfin voilà, donc voyager. Et j'ai rajouté cette partie du coup pour tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, touristiques, où je donne plein de petites infos sur des choses à faire sur San Diego, mais qui est aussi un vrai service en lui-même que j'ai vraiment développé l'année dernière, avant d'être live, on va dire, avant de vraiment démarcher les clients. Et donc je propose des tours. Donc ça fonctionnait très très bien avant le coronavirus. Des tours Ouais. historiques de 90 minutes sur OK. Gaslamp, Corter, qui est notre centre-ville, Ah ouais, c'est chouette. Mmh. et sur Balboa Park. Et l'histoire de San Diego est un petit peu courte, hein. San Diego a été découvert en 1542 hein, par Juan Rodriguez Cabrillo, un explorateur. Mais ça a vraiment été colonisé parce qu'on avait les Indiens Kumeyaay qui y habitaient, mais ça a été colonisé en 1769. Et donc l'histoire est assez courte, mais très riche. Et c'est vraiment chouette. Il y a plein d'anecdotes. Enfin, vraiment, c'est 2 tours assez complets et les gens en sont ravis. Donc ça, c'est vraiment D'accord, donc chouette. tu les fais qu'en français du coup, ou tu les fais aussi en anglais? Qu'en français, donc j'apporte une plus-value aussi pour tous les francophones, parce que du coup, ils font quelque part un petit peu tous ceux qui aiment la France, francophones, Mmh. francophiles, Mmh. font un cours de français en même temps, parce qu'il y a un Ah, c'est échange. chouette. Mais oui, Mmh. donc c'est vraiment chouette. Non, non, c'est D'accord. sympa. J'ai aussi des e-books, visiter Ouais. San Diego en 1 jour ou 3 jours, donc remis à jour assez fréquemment. Donc ça marche bien. Donc ça, c'est en vente online. Et puis Mmh. des tours personnalisés. Donc ça m'arrivait avec des familles où en fait j'arrive toujours à quand même leur mettre un tour historique. Donc au choix Gaslamp ou Balboa. J'essaye d'en ouvrir un troisième, mais j'ai pas eu trop le temps de le travailler comme je le souhaite. Et je combine avec ça un quartier où là c'est un tour guidé. Donc les tours guidés pour moi c'est tellement plus facile. J'ai pas des dates à sortir, j'ai pas des, Mmh. des détails historiques. On Mmh. passe devant des bâtiments que je connais forcément. Je pourrais dire 2 3 mots architecturalement parlant, etc. Mais c'est chouette. C'est vraiment sympa. C'est vraiment passer du temps avec les gens et les aider et tout le monde est ravi. C'est Ouais. vraiment vraiment chouette. C'est un bel échange et j'y gagne autant qu'eux. En fait. Ah, c'est chouette, c'est bien dit. Donc alors du coup, ça y est, tu as trouvé ce qui te rend vraiment heureuse, ce qui te permet de dormir la nuit, alors que c'est quand même beaucoup de travail hein, d'être à son compte. Oui, Mais tu parce as que trouvé l'équilibre qu'il te fallait. il y a de la comptabilité. Je trouve ça génial. Il y a plein de trucs à faire. En fait, c'est vraiment 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 chouette. Enfin, de la réglementation. Ouais, mais j'ai trouvé. Et puis je travaille à mon rythme et ça c'est top parce que je me rends compte une fois que les enfants sont couchés, j'ai une forte capacité à travailler le soir. Enfin, je vis, je dors, je mange. San Diego, c'est beau. Et il y a plein de partenariats qu'on a signés, qui sont en cours. Enfin voilà, là, la situation aujourd'hui actuelle est un peu compliquée, voilà, par rapport au Covid-19. Au moment où on enregistre cet épisode qui Ouais. ne sort pas forcément tout de suite, on est tous à la maison. Mhm. Et donc c'est clair que l'industrie du tourisme est une des industries qui doit prendre le plus cher Ah actuellement. ouais. Et même la relocation. Donc là, c'était vraiment ma Ah vie oui, a bien sûr. changé entre le mercredi 11 mars et le jeudi 12. C'est-à-dire que le mercredi 11 mars, un partenariat avec un client que j'essayais vraiment d'attraper en relocation. Et en fait, il était ravi de la présentation et vraiment, donc potentiellement avec des gens qui venaient en septembre. Donc vraiment Mhm. top. Ensuite, journée de travail, ensuite meeting avec un groupe d'entrepreneurs. On parle du coronavirus à chaque fois, mais on parle genre il est loin. Enfin, ça nous concerne pas. Ouais. Et pourtant, c'était le 11 mars, donc il y a pas si longtemps que ça finalement. Et puis le président a parlé. Moi, naïvement, le lendemain, ah oui, donc je partais camper le week-end. Et donc je m'étais dit, ah il y a les promos chez Costco. Donc Costco, c'est un gros magasin qui vend en gros. Et donc je me disais, j'attends la promo pour acheter mes sardines. Mais le président avait parlé. Moi, j'avais pas eu le temps de l'écouter parce que du coup, j'étais en meeting, etc. Et donc, quand je suis rentrée tard le soir, après, je me suis couchée, tout ça. Et le lendemain matin, je me dis, bon, bah super, je travaille. Après,
Donc j'avais le nez dans le guidon parce qu'effectivement j'avais tellement de choses en cours hyper intéressantes entre des visites avec des clients, donc des visites groupées avec des gros groupes, et puis là la relocation aussi, vraiment un avenir florissant. Et Ok. je pars en me disant bon bah généralement j'aime bien venir, ça ouvre à 10h, et c'est ça d'être à son compte, on peut faire ses horaires, donc j'évite d'aller en même temps que la foule. Donc moi je viens à 10h moins le quart en me disant je peux me garer, et là il y a les bouchons sur la route et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il pleuvait en plus ce jour-là. Et je finis par trouver la dernière place. Je me gare, je vois le parking plein, mais pire qu'un samedi. Et je me dis, mais Ah qu'est-ce ouais. qui se passe? Et je vois les gens autour de moi qui, comme dans un film, qui savent faire et tout. Et là, je mets NPR, je mets les news. Et là, je me suis dit, ah non, mais le monde a changé. Donc, je rentre à la maison dépitée en me disant, flûte, je voulais, parce qu'on partait avec des copains camper, on aime bien camper. Et je voulais acheter une grosse pièce de viande à partager. Donc, c'est vrai que Costco, pour ça, fait des grosses quantités. Donc, je rentre et je me dis, j'ai même pas envie d'aller chez Vons. Alors, Vons, c'est plus petit, c'est l'équivalent d'un supermarché. J'ai pas envie, qu'est-ce qui se passe? Et là, ce jour-là, tout le monde m'a appelé, je n'ai eu que des annulations. Mais toutes le même jour. Ouais, Ouais, et dur. là, j'avais, donc le soir, j'avais plus de clients, clairement. Le jeudi 12 mars, je m'en souviendrai. Et j'avais vraiment toujours pas non plus le drive, justement, l'énergie, je sais pas comment on appelle ça, pour me dire je vais faire les courses. Donc je me suis dit je suis plus maligne que les autres, moi je vais faire les courses online. Je vais commander chez Whole Food, le truc que je fais jamais. Mais Whole Food m'a pas attendu, en fait le truc était plein et impossible à Ouais. commander online. Et là je me suis dit waouh. C'est vraiment un truc qui se passe. Ouais. Donc voilà. Mais bon, là faut tenir. Donc j'essaie de regarder mes dépenses parce qu'il y a des frais de fonctionnement entre les sites web, enfin les hébergements, les taxes. Enfin il y a des frais qui tombent et donc j'essaie de faire attention pour pouvoir tenir, en fait. T'as des employés qui travaillent avec toi ou des Alors contracteurs qui travaillent avec toi ou... ouais, j'ai une collègue qui travaille dans la relocation, et puis j'ai une boîte aussi avec laquelle je passe qui m'aide aussi tout ce qui est social media. Donc je garde la main sur tout ce qui est Mhm. écriture, tout ce qui est texte, tout ça, et après eux ils mettent en page tout ce qui est story. Bah écoute, en tout cas, on te souhaite, enfin, on se souhaite à tous que ça se termine rapidement et dans le moins de douleur Oui, tout le possible, monde si je soit en puis bonne dire. santé, tout Mais se passe bien, voilà. Après on s'en ouais. sortira, mais En tout cas, c'est vrai qu'on pense bien aux entrepreneurs quand même, parce que les petits business, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, c'est pas facile pour le moral parce que comme tu le dis, moi aussi quand j'étais entrepreneur, c'est on respire notre business jour et nuit quoi. oui. C'est on pense qu'à ça, on fait que ça et c'est vrai que du coup c'est un peu comme bah voilà ton troisième enfant Ah quoi. mais c'est ça, en fait, donc quand je l'ai sorti, donc j'ai dit je rêvais d'avoir j'en parlais souvent de dire je ferais peut-être un troisième à 40 ans. Et en fait, j'ai sorti mon c'est bébé à vrai. 40 ans et il me nourrissait, c'était vraiment Donc, chouette. Mais là, honnêtement, après 3-4 semaines de confinement, euh, même moi, mhm. je suis dégoûtée. J'ai plus la même énergie envers San Diego Ouais. Sego parce que voilà, maintenant je cuisine Oui, il y a beaucoup d'incertitudes. Ouais, c'est ça, et c'est ça. Et on essaye surtout de faire pour le mieux avec nos enfants qui restent quand même malgré tout ma priorité depuis le départ. Hein. Donc c'est vrai que là le timing était parfait. Je me disais ils sont adolescents. Alors l'adolescence, j'ai vu souvent de Mhm. fois les mamans reprennent le travail quand ils sont ados en disant c'est bon ils sont grands. J'ai donné parce que pas mal de mamans américaines dans des groupes avec lesquels j'étais médecins avocats arrêtent de bosser carrément parce que elles ont des enfants pour s'en occuper. Mais C'est du vrai. coup, Mhm. elles perdent un petit peu la flamme, je sais pas. Enfin, et donc elles sont super contentes de retourner travailler, mais carrément des temps pleins. Et c'est vrai que l'adolescence, eh ben les enfants ont quand même besoin de nous. Si on peut être à l'écoute, parce qu'il se passe plein de choses dans leur vie, de changements, de choses qu'ils voient, tout ça, et être disponible, c'est quand même si on peut se payer ce luxe-là, enfin de gérer son emploi du temps, voilà, pour leur accorder un petit peu de temps, c'est quand même important. Voilà. Et donc c'est vrai que là, avec Mhm. ce Covid-19, bah voilà, je fais tout pour que tout se passe le mieux. Donc j'envoie des emails le matin à mon mari et mes enfants, puisque lui aussi travaille à la maison, en disant coucou, voilà le menu du jour. Et bah c'est tout bête, mais ça nous rend heureux. C'est sympa. Ouais. Donc, c'est Voilà. cool. Donc Super. Bon. En tout cas, on a une idée de ce qu'on peut te souhaiter pour la suite professionnellement. Personnellement, à toi et à ta famille, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? beaucoup de santé, pouvoir voir les gens qu'on aime en France, hein, leur faire un coucou. Je ne sais pas dans combien de mois, mais que tout se passe bien pour eux aussi. Et puis
et puis voilà, qu'on reprenne une vie plus ou moins normale. D'ailleurs, est-ce que vous vous voyez du coup faire votre vie aux États-Unis? Alors mon mari, c'est clair. Lui, vraiment, on a eu cette discussion il y a quelques mois. J'ai réalisé qu'en fait, il ne rentrerait pas. Moi, je le trouve. Ouais. Bon, la famille me manque. Ils vieillissent aussi, donc c'est pas facile. Donc on essaye chaque été de mettre un petit peu. Alors là, avec San Diego, c'est beau. Justement, je me disais, bah cet été, je vais peut-être pas rentrer. On essaiera à Noël. Mais c'est vrai que nous, on est quand même loin pour rentrer. Quand on rentre, on essaie de rentabiliser au moins 15 jours, 3 semaines. Le billet d'avion qui est cher et le temps dans l'avion. Et donc moi, j'ai commencé par Sanary-sur-Mer. J'adore Sanary-sur-Mer. Je me voyais vivre, enfin finir mes vieux jours à Sanary-sur-Mer. Et en fait, mon mari, pas vraiment. Donc on verra, je ne sais pas en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est que non, je sais pas. Donc plutôt vivre l'instant présent. Après, la réalité, c'est que mes enfants sont américains, enfin vont le devenir. Ils sont nés en France, mais je pensais naïvement que l'aîné qui est arrivé vers 4-5 ans ferait ses études en France et déjà dans le supérieur, il m'a dit mais maman, jamais de la vie, quoi. Je veux faire mes études aux États-Unis. Donc voilà, donc on sera vraisemblablement où sont nos enfants. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps Merci de beaucoup. partager toute ton histoire. On vous souhaite plein de bonheur pour la suite. On va profiter de toutes tes connaissances sur la ville de San Diego. Comme tu le sais, à la fin de chaque épisode, on demande à nos invités de partager avec nous 3 endroits qui te semblent essentiels à faire, à voir à San Diego. Ça peut être quelque chose à visiter, comme ça peut être une expérience à vivre qui te semble voilà essentielle et authentique. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager D'accord. ça? Oui, très bien. Alors, c'est un petit peu une plage cachée que seuls les locaux connaissent. Non, donc c'est Swami's. Ouais, Ah, à Encinitas, c'est vraiment une plage. Bon, alors il faut avoir le courage de descendre les marches en bois, mais il y a des surfeurs et elle est hyper sauvage. C'est vraiment mais magnifique. Il y a des roseaux et c'est un petit havre de paix, vraiment chouette. Après, j'aime bien manger. Alors, j'emmène pas mes touristes français. Préfèrent plutôt manger dans des endroits typiquement américains où moi je ne vais pas forcément. Donc niveau gustatif, j'ai pas forcément les mêmes goûts. En tout cas, enfin, je recherche pas la même chose que les gens qui viennent visiter San Diego. Donc, est-ce que tu préfères que je te parle d'endroits où on mange nous en tant que locaux ou des endroits? ouais, le San Diego de Julie. Ah, alors le San Diego de Julie, bah, j'adore Jeune et Jolie. Jeune et Jolie, c'est à Carlsbad et c'est un restaurant. Non mais tout est bon, c'est vraiment délicieux. Donc c'est vraiment à la française un petit peu des tout petits plats mais qui ont un goût. On voit les cuisiniers devant nous. Enfin c'est vraiment chouette. Après plus abordable là à Pacific Beach et puis ils en ont un autre aussi à Encinitas. C'est le Fish Shop. Alors Fish Shop pour $10, enfin $5 le tacos. On choisit le poisson qu'on aime bien. Donc c'est environ $5 le tacos parce que c'est le prix du poisson au poids et c'est le prix du poisson du jour. Et donc on voit les poissons frais étalés et on peut choisir là pour le coup si on veut du thon, du saumon et on choisit la sauce. C'est dans le tacos et là tout est frais, tout est haché, la petite salade et du coup c'est pas onéreux et c'est sympa à faire en famille parce que voilà. C'est vite cher quand même les restaurants aux États-Unis comparé à la France quand même. Enfin en tout cas nous à San Diego. Et puis j'aime bien en lieu aussi, j'aime bien le Queen Califia's Magical Garden. Donc ça c'est ceux qui connaissent Niki de Saint-Phal, l'artiste. Je sais pas si tu connais. Je ne connais pas, j'avoue. Donc non, mais c'était bah moi je connaissais parce que il y avait une de ses œuvres au Negresco à Nice et donc je travaillais à Mougins donc voilà je connaissais pas. D'accord. Donc elle fait tout ce qui est les nanas, les gros personnages avec de la mosaïque collée dessus. Donc D'accord. forcément, voilà, on en voit de partout. Et pour le Mhm. coup, elle était franco-américaine et elle a fini ses jours à San Diego. Donc elle a légué à la ville plein de sublimes sculptures, voire certaines où les enfants pouvaient monter dessus. Moi, ça me faisait halluciner. Et donc, elle a participé, elle était extrêmement malade, mais elle a participé à la réalisation d'un jardin qui est ouvert les mardis et jeudis et qu'on peut visiter avec justement le personnage qui a donné le nom dans un des romans de la Californie telle qu'on la connaît actuellement, donc, Queen Califia. Il vient du calife, D'accord. voilà. Donc là, j'en suis à combien? J'en suis à 3. Je pourrais en donner Ouais, plus mais c'est pas encore. mal. Ouais, ça va? Bon, ok. Ouais, ouais, c'est super. Et puis, on sait de manière que si on veut encore plein d'infos sur San Diego, on peut aller
télécharger tes e-books sur ton site, donc sandiegocebo.com, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis il y a plein d'informations gratuites, soit sur la page Facebook San Diego c'est beau, soit sur Instagram, pareil. J'essaie toujours de mettre un petit article avec une photo jolie et une petite touche d'histoire ou une petite anecdote ou quelque chose. Très bien. Écoute Julie, je te dis un immense merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'est un épisode, je pense, qui est super intéressant et vraiment riche en enseignements pour tout le monde. Alors merci, je te souhaite un bel été, je te souhaite du business malgré tout ce qui est en train de se passer. Et puis je te souhaite aussi de profiter de ces moments en famille qui finalement, comme tu le disais, voilà, ça passe vite ces moments-là. Il faut aussi pouvoir les saisir et peut-être voir aussi certaines choses comme des opportunités. Je te souhaite tout le meilleur. Encore merci. À très bientôt. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, merci à toi encore, Anne-Fleur, pour cette interview. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Merci infiniment à Julie, mon invitée, d'avoir passé cette petite heure avec moi et d'avoir partagé son expérience sans filtre. J'espère que cet épisode vous aura éclairé, autant qu'il vous aura potentiellement aidé. Merci aussi à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous le savez, le podcast ne pourrait continuer sans votre soutien. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Mais si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur Apple Podcast depuis votre iPhone ou votre Mac pour y mettre 5 étoiles et un petit commentaire si possible, plutôt sympa, ça fait toujours du bien et c'est vraiment le meilleur moyen de faire gagner en visibilité au podcast et donc d'aider de futurs ou anciens expats ou tout simplement fans de voyage qui pourraient être intéressés par toutes ces belles histoires d'expatriation. Si vous voulez venir débattre, discuter en tout cas de l'épisode, retrouver la vignette de l'épisode sur notre compte Instagram, Facebook ou LinkedIn, on sera ravis d'en discuter avec vous. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour une nouvelle histoire d'expatriation. À bientôt.